Écoutez, merci de votre présence. Le thème de la conférence qu'on va essayer de commettre devant vous, c'était le titre, c'était construire un site Joomla en partenariat entre agences de communication. Je voulais préciser que il s'agissait pas forcément de la construction d'un site dans le cadre d'un partenariat. Ça pouvait être aussi la construction d'un site en partenariat, une collaboration ponctuelle lors de la réalisation d'un site selon le besoin auquel on est confronté en fait. Hein. Donc c'est pas forcément dans le cadre uniquement d'un partenariat entre plusieurs agences web. Hein. Donc dans le titre, il y avait des choses assez ambitieuses qui étaient précisées dans le titre qui sont précisées dans le titre de la conférence. Donc alliez vos compétences pour obtenir une synergie créative. Donc là, on va présenter quand même des choses un petit peu générales. Repréciser que c'est toujours un bénéfice de travailler à plusieurs. Parce que ça peut doper la créativité de l'ensemble de l'équipe. Les secrets d'une collaboration réussie. Là, c'est un petit peu ambitieux comme terme. Il n'y a pas véritablement de secret. C'est simplement des astuces, des choses que de manière empirique on a un petit peu capitalisé à force de travailler à plusieurs sur différents projets. Peut-être que pour vous, ça sera des secrets qui vont être révélés, mais je pense que on va pas pouvoir en écrire une Bible. Donc les meilleures pratiques. Donc les meilleures pratiques, là encore c'est un peu excessif, c'est les pratiques que nous on a mis en place en travaillant à plusieurs. J'espère qu'on aura des retours d'expérience de votre part. Hein, je pense que si vous êtes à la conférence, c'est que vous êtes aussi intéressé par le fait de travailler à plusieurs, ou que vous avez déjà travaillé, ou que vous travaillez habituellement avec plusieurs agences. Donc, et bien sûr, comme c'est le Joomla Day, on va essayer de mettre en valeur l'outil Joomla pour un travail collaboratif. Et donc, on va passer en revue les différentes fonctionnalités de Joomla de manière très, très brève, parce que pour la plupart, je pense qu'on va pas vous apprendre, vous faire découvrir des fonctionnalités de Joomla, mais simplement, on va mettre en perspective certaines fonctionnalités de Joomla avec un travail en commun. Et donc on s'est assigné 3 objectifs. Vous convaincre de l'intérêt de travailler en équipe et vous fournir alors des grilles d'analyse qui vont vous permettre de vous organiser dans un travail en équipe. Ces grilles d'analyse, ce sont des grilles d'analyse que nous on a personnellement l'habitude d'utiliser quand on est seul. Mais il va falloir procéder de manière beaucoup plus lente quand en amont on va organiser le travail à plusieurs. Donc ça va surtout concerner du travail en équipe si on est une équipe qui est assez nombreuse, parce qu'on peut être amené à travailler sur des projets avec des équipes de 5, 10 personnes, et là c'est une autre problématique en fait. Hein. Donc là, moi, je vais commencer par laisser la parole à Gilles, qui va se présenter à vous en fait. Hein. Bonjour. Alors, Gilles. En fait, je fais du Joomla avant Mambo. J'ai commencé par Mambo. Je pense qu'il y en a dans les âges. Je suis pas le seul. Mambo, ensuite Joomla. Ensuite, après, Joomla Virtumart. Et ensuite après, j'ai donc monté une agence et j'ai scindé la partie informatique comme ça, c'est-à-dire tout ce qui est site vitrine, c'est du Joomla, et tout ce qui est site e-commerce, c'est PrestaShop. Donc pour la partie Joomla, ça fait maintenant voilà un 5 et en ce moment le gros du travail, c'est faire des migrations de 3 à 4. Donc voilà, et je fais la conférence sous la contrainte. Voilà. Donc, à toi. Et donc moi, alors c'est une longue histoire, hein, puisque je totalise plus de 40 ans d'internet en fait. Alors quand je dis ça, les gens qui ont l'habitude d'internet me disent 40 ans d'internet,
Le gars est un peu marseillais. Enfin, j'espère qu'il n'y a pas enfin, il raconte une galéjade, là. Et en fait, j'ai commencé Internet il y a effectivement 40 ans, avec ce qu'on appelait à l'époque le médium interactif par numérisation d'informations téléphoniques. Je sais pas si ça parle à quelqu'un. Non. Alors, je vois des gens qui sont un peu anciens, peut-être ça peut leur parler. Le médium interactif par numérisation d'informations téléphoniques. Donc en fait, c'était le Minitel en fait, hein. Voilà, c'est l'acronyme du Minitel, c'est ça en fait, hein. Donc j'ai commencé à me passionner pour le Minitel en 1980 parce qu'il est apparu en 80. Et à l'époque, j'étais encore au lycée et on a eu un projet avec des copains de monter des messageries sur le Minitel, d'en faire quelque chose de commercial. Alors l'apparition des messageries, c'est un bref rappel que je fais. L'apparition des messageries du Minitel, ça a émergé en Alsace avec un portail Minitel à l'époque. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que le Minitel. Oui. Donc il y avait un portail local en Alsace qui s'appelait Gretel, et c'était un portail de passionnés d'informatique. Et donc, parmi les visiteurs de ce portail, il y a des informaticiens qui ont réussi à hacker le serveur Minitel et à pouvoir faire des chats, ce qu'on appelle maintenant des chats, arriver à dialoguer directement. Donc, les administrateurs du serveur, ils se sont dit, bon, on va proposer cette fonctionnalité-là. Et c'est là qu'est né, donc en Alsace, les premiers chats en ligne, en fait. Donc, il y a eu tout de suite des gens qui ont sorti l'opportunité commerciale de créer des chats payants, puisque le Minitel était payant à la minute, donc c'était même très cher. Et donc, il y a eu des business models qui se sont créés. Donc, nous, on avait ce projet-là, on n'a pas pu acquérir un multiplexeur, mais vous avez un intervenant en France qui s'appelle Xavier Niel, qui a commencé sa carrière comme ça, en faisant ce qu'on appelait des messageries roses, en fait. Alors, le lien avec la situation actuelle, c'est qu'il faut savoir que la difficulté technique pour nous, outre le hardware, mais là, on était tributaire, il fallait l'acheter, il fallait qu'on développe une espèce d'intelligence artificielle qui est l'origine de ChatGPT. Parce qu'il faut savoir que ChatGPT, dont tout le monde parle, ChatGPT, c'est simplement une chose qui va deviner ce que vous attendez comme réponse. Et nous, le but, quand on avait conçu nos programmes, c'était de deviner ce que le gars, essentiellement, qui visitait le site de rencontre, attendait comme réponse. Et en fonction de ce qu'il nous donnait comme ce qui saisissait dans sa fenêtre, on lui répondait. Le gars disait, je m'appelle Marcel, bonjour Marcel, j'adore ton prénom. Combien tu mesures Marcel? Je mesure 1m80. Oh, j'adore les hommes grands Marcel, voilà. Et donc le gars, on le tenait comme ça. Et c'est l'origine de l'intelligence artificielle type ChatGPT. On essaye de deviner la réponse qu'attend la personne. Donc, alors tout ça pourquoi? Pour vous présenter un peu le lien entre ce qui existait il y a 40 ans et qui était déjà un petit peu conçu avec évidemment beaucoup moins de puissance que maintenant. Donc j'avais aussi à l'époque, j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens qui venaient des États-Unis et qui me parlaient à l'époque de supraphonie. Alors la supraphonie, c'est quoi? C'était l'ADSL. On s'en souvient pas, mais il y a une époque, il fallait une ligne dédiée pour se connecter à Internet. Et aux États-Unis, il y avait des gens qui avaient mis en place, avec des ingénieurs français, de la supraphonie, c'est-à-dire qu'on écrasait des données sur la ligne téléphonique. Vous pouviez à la fois téléphoner et envoyer des datas. Bon, maintenant, ça paraît ridicule, mais à l'époque, c'était quelque chose. C'est devenu la DSL, hein, en fait. Et puis Joomla, comment je me suis retrouvé à faire du Joomla, c'est que j'ai commencé à développer des sites internet dès le départ, parce que venant de la télématique, ce qu'on appelait la télématique en France. J'ai commencé tout de suite à faire des sites internet que je faisais à la main, complètement à la main, donc grosso modo avec un bloc-notes, avec du code HTML, du code CSS, du code PHP, et des requêtes SQL. Et il y a un moment, j'ai essayé d'en faire un modèle économique. Et philosophiquement, moi, j'ai essayé de vendre des prestations qui n'étaient pas chères. Et je me suis dit, il y a un moment, je me suis dit, c'est pas possible. On peut pas vendre des sites internet en les développant complètement. Ou alors, il faut les vendre à des gammes de prix que je voulais pas pratiquer. Et j'ai découvert par hasard, alors que je devais voir un consultant en management, un gars je devais prendre une décision, dire j'arrête ou je continue. Et quelques heures avant, en surfant sur Internet, je tombe sur Mambo. Et là, je m'aperçois que Mambo, je connaissais d'autres CMS à l'époque. Le premier, c'était PHP Nuke.
mais à l'époque, il n'était pas stable. Et là, je m'aperçois que Mambo est quelque chose de stable, qui peut être utilisé, qui peut être mis en pratique pour faire des sites internet pour des clients, en fait. Et 15 jours après Mambo, catastrophe, la communauté Mambo dit nous on s'en va. Il y avait le propriétaire de Mambo à l'époque, enfin l'historique de Joomla, dit moi je suis plus dans l'open source. Donc là il y a une communauté, la communauté de Joomla actuelle, qui se révolte et qui dit nous on va faire quelque chose open source matter. Et donc voilà comment je suis arrivé dans Joomla 15 jours avant, à peu près 15 jours avant que Joomla commence à émerger en fait. Donc c'est vraiment des concours de circonstances en fait. Et puis moi sur le plan local, je commence à faire du Joomla donc il y a plus de 15 ans. Et puis il y a un intervenant qui est Serge Billon, qui est sur mon secteur. Bon, je sais qu'il est là, mais on n'a jamais eu trop l'occasion de matcher, de se rencontrer. Moi, j'avais pris du recul par rapport à la communauté. J'étais un petit peu actif dans la communauté Mambo au début de Joomla. Puis après, j'ai pris du recul parce que j'étais plus sur des forums américains. Donc, j'étais plus dans le lien avec la communauté française. Et puis, aussi par un concours de circonstances, j'ai rencontré Serge et qui m'a un petit peu ramené dans la communauté Joomla FR, en fait. Donc, oui, donc, je suis un petit peu long pour raconter ma vie, en fait. Donc, j'ai été amené, j'adore ça, c'est ce que je préfère. J'ai été amené à travailler, alors c'est aussi personnel, mais avec une infographiste qui est devenue ma compagne. Et donc, j'ai ressenti cruellement, dès le départ, les difficultés qu'on a à travailler à plusieurs. Quand vous êtes webmaster, je pense que c'est un petit peu le cas de tout le monde, c'est-à-dire on a des compétences généralistes, et quand vous avez affaire à un web designer ou à une infographiste, et que c'est votre compagne, il y a des rapports de hiérarchie qui sont... donc c'est l'infographiste qui va déterminer le développement du site. Bon, c'est un petit peu conflictuel. Et puis, étant revenu dans la communauté de Joomla FR, Serge a eu la gentillesse de me faire collaborer à des gros projets auxquels il était confronté. Et au départ, donc, je suis intervenu pour des tâches bien particulières, un petit peu comme un sous-traitant. Et puis, il m'a associé aussi également à des gros projets. Donc là, j'ai vu la problématique de travailler à plusieurs, et c'est complètement différent du fait de travailler seul. Mais je voudrais quand même préciser une chose. Avec Gilles, on a eu une discussion il y a pas très longtemps. Il me disait, mais qu'est-ce qu'on va apprendre aux gens, qu'est-ce qu'on va apporter aux gens dans cette conférence? Qu'est-ce qu'on va vous apporter en fait? On va pas vous apporter forcément une connaissance technique puisque vous les avez. On va simplement mettre en perspective un ensemble de principes que vous connaissez tous un par un, mais on va essayer de les regrouper pour que vous puissiez, à la fin de la conférence, avoir des outils qui vont vous permettre d'analyser une situation où vous serez amené à travailler à plusieurs. Et parce que c'est pas... on a l'habitude de travailler seul, et si on travaille à plusieurs en équipe, il faut avoir une autre perspective. Et ça paraît pas très important, mais s'il y a certains principes qu'on n'a pas respectés en amont ou dans l'analyse, avant de se lancer dans le projet collectif, on peut avoir des gros soucis. Donc les enjeux de la collaboration. Bon, il y a évidemment ça, c'est des choses que je pense qu'on peut tous avoir en tête. Ça peut, le fait d'être en groupe et d'être avec des indépendants, ça donne une puissance à la structure qui va répondre aux clients. Donc on acquiert de la force commercialement et en termes de négociation. Un indépendant face à une collectivité locale, comme la collectivité locale de Metz, de Strasbourg, de Bordeaux, ça va être difficile pour lui de faire le site internet de Bordeaux. S'il est tout seul, s'il est indépendant. Si c'est une petite web agency, ça peut passer, mais tout seul, c'est pas possible. Donc le fait de venir en réseau, ça permet de dire à un interlocuteur au niveau de la phase commerciale, de lui dire je suis seul, vous m'avez en interlocuteur, mais derrière moi, il y a tout un réseau. Alors ça peut être juridiquement, ça peut être une structure qui peut être constituée en GIE, et ça va vous permettre d'avoir toujours la garantie d'avoir toujours un interlocuteur. Moi, je peux très bien être en vacances, je peux avoir des problèmes de santé. Il y aura toute une autre équipe qui est derrière et qui va prendre le relais si j'ai une difficulté.
Donc ça, l'intérêt de travailler en équipe, c'est que pour certains marchés, c'est presque indispensable. Et le partage de compétences. Oui, alors ça, c'est Le partage des compétences, parce que tout le monde, voilà, tout le monde n'est pas graphiste, tout le monde n'est pas développeur, tout le monde n'est pas SEO. Partage des compétences. Oui, on est toujours dans le cadre de projets comme assez importants. Travailler à plusieurs pour faire un site vitrine, c'est pas forcément pertinent. Mais travailler sur un gros projet, ça va nécessiter d'être pointu dans certains aspects du site. On peut imaginer qu'il va y avoir un composant de e-commerce qui va intervenir. Et là, on ne pourra pas se permettre d'avoir des connaissances moyennes de cet aspect de paiement, de cet aspect de e-commerce. Donc là, il faut savoir s'entourer d'experts ou de gens qui sont vraiment spécialisés dans ce domaine-là. Par exemple, Gilles, je sais qu'on est souvent amené à envisager des projets. Dès l'instant où il y a un gros projet de e-commerce, Gilles, c'est un peu l'expert du Grand Est en PrestaShop pour un gros projet, quoi, en fait. Donc là, il faut savoir déléguer et puis savoir même collaborer avec des experts dans le cadre de gros projets. Donc ça, c'est l'avantage, effectivement, de travailler à plusieurs. Donc effectivement, peser davantage face aux clients. Puis ça permet aussi d'un petit peu de répondre à des web agencies qui vont dire oui, mais le gars est petit, il peut pas rentrer sur ce marché-là. Et puis sur le plan philosophique, on fait partie de Joomla. Joomla, l'idée un peu directrice de Joomla, c'est tous ensemble. Donc l'avantage, c'est de collaborer. C'est gratifiant sur le plan personnel d'avoir des collaborations avec d'autres personnes, en fait. Si je peux me permettre, oui, bien sûr. les points qui sont évoqués, en fait, je pense que peser davantage face aux clients, il y a aussi financièrement. C'est-à-dire que sur certains appels d'offres, un appel d'offres à 200 000 €, une web agency, en fait, elle va faire peut-être un chiffre d'affaires annuel qui va être inférieur au montant du projet sur lequel elle veut postuler. Donc, le fait d'être plusieurs, alors regroupé en GIE ou pas, mais le fait d'être plusieurs permet aussi de consolider et de rassurer le client sur le fait que financièrement, on est capable de répondre à ce type d'appel d'offres. Oui, tout à fait. C'est vraiment important. Oui, d'ailleurs, j'ai pas assez cette expérience-là, mais je sais qu'il y a des appels d'offres qui demandent un certain volume de chiffre d'affaires de la part des gens qui vont répondre. Ouais. Donc là, oui, c'est aussi c'est un point qui est important. Il faut fournir des bilans. Oui. Ouais. Alors, je voulais aussi aborder quand même parler aussi pour être un petit peu mesuré. Il n'y a pas que des avantages à travailler à plusieurs. En fait, il peut y avoir des contraintes et puis ça peut représenter certains dangers, en fait. Alors, le danger, ça peut être la motivation des intervenants, parce que si on commence à prendre l'habitude de travailler avec, par exemple, tel sous-traitant souvent, on sait qu'il bosse bien, on sait qu'il maîtrise bien cette partie de développement du site. Donc, on va systématiquement j'allais presque dire, lui coller toujours la même tâche. Et à force, on risque d'avoir un intervenant qui va être démotivé. Donc, essayez toujours, dans le cadre de notre bande souvent de copains, d'essayer de se répartir les tâches de manière plaisante, quoi, en fait. Et il y a aussi le danger du maillon faible. Le maillon faible, c'est pas, vous allez en mettant en place un ensemble de professionnels face aux clients. Vous avez des clients qui sont des hommes d'affaires et qui vont capter tout de suite l'avantage qu'ils peuvent en tirer. Et moi, je suis souvent le maillon faible, mais on m'a identifié comme le maillon faible. C'est-à-dire que quand je vais avoir le client, et le client va me parler d'un de ses problèmes, qui me regarde pas, mais il est confronté à un problème. Donc, je devrais en référer peut-être à mon collègue, lui dire, et mon collègue va me dire, c'est pas dans le cahier des charges. Donc, s'il le veut, on en a déjà parlé, il le sait, mais il est en train d'essayer de te faire le boulot. Et je fais faire le boulot, puis à la fin, mes collègues me disent, mais t'as fait un devis, t'as fait des choses. Donc je suis j'ai une tendance à être un peu trop dans la bienveillance. Donc là, mes collègues, je sais qu'ils me verrouillent à ce niveau-là. Ils font attention. Mais il faut savoir que si on travaille avec des intervenants, si on a quelqu'un qui est un peu fragile ou un petit peu qui se laisse un peu faire, faut faire attention, faut le protéger, quoi, en fait.
Ils ont fait des délais aussi. Oui, Quand on fait des diagrammes de Gantt, on sait qu'il y a des tâches qui sont dépendantes de tâches à effectuer avant. Oui. Il suffit qu'il y en ait un qui prenne la patte et qui prenne une semaine ou 2 semaines de retard. Ok. C'est toute la chaîne qui prend le retard. oui, alors ça c'est pareil aussi, c'est que on va voir par la suite l'organisation d'un travail en équipe. Le timing c'est très important. Oui. Et le timing, on sait qu'il y a des gens qui sont souvent en retard, qui sont souvent tendance à faire les choses à la dernière minute. Bon, Gilles, par On va exemple. pas donner de nom. Non, mais Gilles, par exemple, il a tout à fait confiance en moi. La conférence était prête depuis 3 semaines. Ils sont réglo aussi. Oui. Pas Non, d'humiliation. on a eu tendance j'ai tendance à faire les choses au dernier moment, en fait. Et la communication à travers les partenaires aussi, avec les délais. Surtout. Ouais, gestion de projet. Ouais. Avec Jacques en parler. Ouais. Je crois tous. Ouais, bah ouais. Et je rebondis sur ce que disait Charlie, ne pas avoir peur de facturer. En fait, il y a beaucoup de gens, j'ai l'impression, qui ont peur de facturer des prestations. C'est-à-dire que si le client il demande des choses, des rajouts, qui dit rajout, on dit argent. Je pense que des fois, certaines personnes, par bienveillance, on n'ose pas, mais je pense qu'il faut, parce que à la fin, il faut payer le crédit de la maison. Donc, il faut. Non, mais moi, je suis souvent, je suis le maillon faible à ce niveau-là aussi. C'est clair. Et c'est pour ça que, enfin, on le verra après, souvent, quand il y a un projet, il faut quand même un interlocuteur, il faut quand même une tête. On est sur des organisations au niveau du management qui sont horizontales, c'est-à-dire on est tous au même niveau hiérarchique, puisqu'on est tous un peu collègues, mais il faut toujours, dans un projet, il faut toujours une tête. Ça pourrait être séduisant de dire, oh, ben, on vit un petit peu comme une société idéale où tout le monde prend la décision. Non, il faut qu'il y ait vraiment une tête qu'il y ait vraiment un décideur dans le projet, et qui après va déléguer les choses de manière horizontale. Mais c'est important qu'il y ait quand même une tête qui surveille l'ensemble des choses, quoi, en fait. Alors ça peut paraître un peu décousu là maintenant. J'ai parlé des avantages donc du travail à plusieurs, les dangers que ça pouvait représenter. Et donc maintenant on va présenter une grille d'analyse pour travailler en équipe. Alors la grille d'analyse en fait c'est que il y a différents aspects qu'il faut prendre en considération quand on travaille à plusieurs. Et ces différents aspects qui peuvent être schématisés un petit peu par des graphes, en fait, ils vont s'interpénétrer de manière différente selon les cas de figure. Donc, on n'est pas sur quelque chose de mécanique. Je ne peux malheureusement pas vous donner une méthode qui va fonctionner à chaque fois que vous devrez travailler à plusieurs, parce qu'on va le voir, il y a différents cas de figure qui peuvent se présenter. Donc, c'est important d'avoir cette structure-là de pensée, de ces grilles d'analyse. Donc, il y a une première grille d'analyse qui concerne le timing, dont on a parlé à l'instant, qui est très important. Donc, le timing, je vais vous dire une chose évidente, mais il y a trois moments différents. Enfin, nous, on a déterminé qu'il y avait 3 moments différents dans la création d'un site Internet. C'est avant le site Internet, c'est-à-dire tout ce qui va être l'analyse, la définition du cahier des charges. Et puis, il y a bien évidemment ce qu'on connaît tous, c'est pendant la construction, là, on est en train de réaliser le site. Et il faut penser aussi au timing après la réalisation du site. Parce qu'après la réalisation du site, certainement, il y a un collègue qui va devoir assurer la formation des gens à qui on va livrer le site. Et puis, il y a la maintenance du site. Donc, on va devoir faire des mises à jour, des choses comme ça. Donc, il serait bon que chacun ait bien en tête, même si un intervenant ne sera pas concerné par la mise à jour, il faut qu'il ait ça bien présent en tête, en fait, qu'il ait ça bien présent dans son cahier des charges personnel, quoi. Alors, il y a différents types d'intervenants qui peuvent intervenir, qui peuvent participer à un projet. Bien sûr, le webmaster, l'infographiste, le développeur, le rédacteur, mais on oublie souvent aussi de considérer que le client, c'est aussi une personne qui intervient, qui est aussi une personne qui va intervenir dans la construction du site et qui intervient même souvent lors de la construction du site. Il va nous dire qu'une chose ne va pas, et donc on va être obligé de remodifier. Même s'il y a un cahier des charges, on s'aperçoit qu'il y a des choses, on s'était pas parfaitement compris avec le client. Et puis il y a aussi un autre intervenant qui possiblement peut intervenir, c'est l'apporteur d'affaires. Vous avez des gens qui
qu'on a l'habitude qu'on a l'habitude de pratiquer parce que ils sont en prise directe avec le marché et ils vont nous apporter des business. Et au fur et à mesure de la réalisation du site, ils vont aussi intervenir en fait. Hein. Il en manque un qui est essentiel. Je suis Oui. désolé. Il manque le chef de projet, quoi. Celui qui va gérer l'ensemble du Tout projet. à fait, oui, oui. Pas un project manager, donc, sinon. Le décisionnaire, ouais, celui Vraiment, qui donne le rythme. lui, voilà ce qu'on a à faire. Ah, le rythme, je suis d'accord. Ouais, ouais. Mais là, je vois qu'il est 27, là, on va peut-être faire un genre de petit tour de table, là, parce que... Oui, pardon, mais non, mais... chef d'orchestre, en fait. Ouais, mais parce que là, on va Ouais, terminer à la nuit. c'est un peu long. Et on va peut-être faire un petit Bon, de tour, toute façon, ce qu'on va quelques faire, nous, à agences, l'issue là. de ça, on a créé un site internet où on va reprendre tous les éléments que vous pourrez parcourir tranquillement sur le site. La map que vous voyez, on la mettra à disposition aussi pour que vous puissiez retrouver un peu ce qu'on vous a présenté. Et puis, on va essayer on va mettre en place un site internet où on va reprendre tous les points qu'on vous a présentés et avec les liens pour avoir plus d'informations. Parce que là, il n'y a que des agences, je pense. Non. Non. Il y a, ok. Des utilisateurs. Utilisateurs? Ouais, ok. Agence, oui. Moi, par exemple, je suis auto-entrepreneur, j'ai commencé il y a un an. C'est agence. Voilà, oui, Agence. c'est une agence. Ouais, ouais. Et qui a déjà partagé des projets avec d'autres collègues. Ouais. C'est compliqué. D'ailleurs, mille merci d'avoir fait cette conférence, parce que ça fait longtemps qu'au sein de Joomla FR, de l'AFU, même de Joomla.org, quand j'y étais, je disais il faut aider les pros, il faut pousser les pros et compagnie. Parce qu'à un moment donné, le communautaire et l'open source, il y a 1000% pour, mais à un moment donné, c'est aussi les pros qui aident le navire à avancer, quoi. Donc, c'est nous, par nos projets, nos exemples, etc., qui montrons à ceux qui débutent et à ceux qui pratiquent ce qu'il est possible de faire. Et l'esprit du magazine qu'on a mis dans les pochettes, c'était de montrer en fait ce qu'on est capable de faire. C'est pas de l'auto-promo pure et gratuite, c'est juste voilà comment on pourrait travailler. Donc, mille merci pour avoir fait cette conférence. On en parlait encore hier là, au restaurant sur le fait que pour ceux que ça intéresse, demain je fais une conférence qui va aller dans la suite de la vôtre. C'est il faut qu'on travaille ensemble parce que chacun a son domaine de compétences et que voilà, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. C'est vraiment le message. Donc, il faut qu'on arrive à créer. À l'époque, je parlais d'un Rotary Club, mais bon, ça a des connotations. Je ne peux pas mettre Charlie en colère. C'est pour ça que les Joomla apéro ont existé. Oui, mais exactement. Mais à Bordeaux, quand on a commencé en 2006, les Joomla apéro. Et au début, il y avait une notion de concurrence. Les gens ne voulaient pas venir en disant ben oui, mais on fait le même boulot, donc du coup, on va se piquer les clients. C'est pas vrai. Le marché est immense. Mais ça doit être ça. C'est de l'open source, ça doit être du partage, de l'échange. Oui, exactement. Il ne faut pas oublier ça. C'est ça la priorité. Et donc, on a beaucoup de compétences. Et ce qu'il faut, c'est quelqu'un qui arrive à structurer en fait, ces compétences pour pouvoir organiser. Ce que tu disais tout à l'heure est très juste. Le client, en face, il veut un interlocuteur. Voilà. S'il y a 2, 3, 4, 5 agences qui travaillent ensemble, lui, il ne veut pas se retrouver avec 5 chefs de projet. Après, les réunions, ça devient une foire d'empoigne, chacun a envie de parler. Donc, il faut un. Voilà. Et après, quelqu'un qui coordonne, on se rend compte qu'il y a des projets, des appels d'offres. Alors, nous, on est sur les appels d'offres européens, où en fait, on pourrait répondre. Franchement, les difficultés, les cahiers des charges qu'il y a dans les appels d'offres européens, il n'y a pas de difficulté. On est tous capables de faire les projets. Et si on n'est pas pris, c'est juste qu'on est isolé. L'exemple qui a été donné tout à l'heure. Une agence qui est toute seule qui veut faire le site de Bordeaux, elle ne l'aura pas. Tout simplement parce qu'elle n'est pas crédible. Pas d'un point de vue technique. D'un point de vue technique, il peut y avoir des exemples de sites similaires qui ont été faits. Par contre, d'un point de vue financier, structure, et vous êtes combien? On est 2, on est 3. Ah ouais. Et donc, ça veut dire que si moi, mon projet il dure 4 mois, pendant 4 mois, vous allez faire quoi avec vos autres clients? Vous allez laisser tomber vos autres clients? C'est ça le sujet. Et sur la maintenance, c'est une excellente question, la maintenance. On a répondu à un appel d'offres européen pour une boîte qui fait la sécurisation des transports maritimes en Europe. On a eu 100% sur la partie technique, la partie propane,
et on s'est vautré complètement au niveau du prix. Les gars demandaient 80 jours par an de support. 80 jours développeurs. Quand on a collé notre tarif, on a un peu explosé le budget, quoi. Et donc, on n'a pas été pris, parce qu'on n'a pas compris qu'en fait, les mecs se battent sur des tarifs qui sont hyper bas, parce qu'ils surcotent leur travail en nombre d'heures. La meilleure, et voilà. Et ça, ce genre de choses. Si on était 3 ou 4 agences, ben, en fait, je ne vais pas monopoliser un développeur pendant 80 jours, mais si on est 4 développeurs, ben, ça fait 20 jours par agence de développeurs. Ça change tout, quoi. Ça change tout. Et l'autre point, là, on fait une job la veille. Donc, en fait, dans les années folles du job la veille, on était 400 à peu près. Hein. Là, on est quand même nettement moins. Mais en fait, je suis en train de me dire, c'est un atout parce que tout le monde est passé à WordPress sur du site vitrine. Et en fait, maintenant, on se retrouve vachement moins à postuler pour du job là où, en fait, ceux qui sont du job là, ils veulent rester sur du job là. Et les agences qui sont parties sur du WordPress se battent avec d'autres agences sur du WordPress. Donc, on a tout gagné à rester sur du Joomla. Moi, je suis pas sûr que ça soit autant de personnes qui aient quitté Joomla. C'est plutôt un malaise communautaire. Oui. Moi, je connais plein de gens, ils continuent. Hein. J'ai un client qui est dans le sud, l'agence, elle fait plus de Joomla. Ouais, il y en a peut-être. Elle est partie sur WordPress. Et elle fait, ils disent, voilà, maintenant, si vous voulez, on bascule votre site Joomla, WordPress ou commerce, mais on fait plus du tout de Joomla. Mais Oui, il y a un effet de mode aussi. Il y a un effet de mode. Oui. Il est jeune en école. Oui, Les jeunes en école, Ils commencent sur du WordPress, hein. Maintenant, c'est WordPress. c'est WordPress, on est Là, d'accord. justement, Faut même pas parler. faut pas se tromper de débat, en fait. Là, et le truc de branlette intellectuelle qu'on a vu ce matin, en fait, c'est on la vit depuis 15 ans. En fait, Joomla est un outil. Mais le client, et à un moment, il l'a dit dans sa présentation, le client, il s'en fout. Il va dire WordPress parce qu'il connaît WordPress. On a 1,9 milliard de sites Internet dans le monde. Il y en a à peu près la moitié qui sont faits avec un CMS. Et dans cette moitié-là, on en a la moitié avec WordPress. Mais n'oublions pas qu'on a 75% du web qui est obsolète, qui ne fonctionne plus. 3 sites sur 4, en fait, il n'y a plus d'activité dessus. Quand vous répondez à un appel d'offres, en fait, vous répondez à un cahier des charges, des besoins qui sont exprimés. Si vous répondez à ces besoins en oubliant l'outil, on s'en fout, on répond aux besoins. Tout d'un coup, le choix de WordPress, Drupal, Joomla, c'est beaucoup moins important. Donc, ce qu'il faut, c'est réorienter le client vers ce pourquoi il a lancé sa demande. Et c'est ses besoins. Il a la satisfaction de son besoin. Exactement. Et là-dessus, nous, on utilise Joomla, Joomla. Alors, 2 sites en PrestaShop et 3 en WordPress, et juste parce que le client avait ces sites-là. Mais je m'en fous de ces trucs-là. En Joomla, il n'y a pas un appel d'offres, pas un cahier des charges qui peut résister. On peut mettre un Drupal à n'importe quoi en face, on s'en fout. On peut faire n'importe quel projet en Joomla. N'importe lequel. N'importe. Et puis surtout, ce que le client il veut, c'est pas un site. C'est pas un site. Le client, il veut ta clientèle, il veut ce qu'il appelle. Ce que tu vends, c'est pas un site, c'est tu lui vends un chiffre d'affaires. Tu lui vends des lecteurs, tu lui vends des livres, etc. C'est ça qu'il veut. Peu importe rien. Et toi, tu as l'outil. Voilà, c'est ça vraiment. Mais tu disais, les gens ils sont partis sur WordPress, les agences. Non, oui en fait, mais il y a beaucoup d'agences qui ont été créées il y a longtemps, et au départ, il y avait des jeunes développeurs qui arrivaient, qui sortaient de certaines écoles et qui avaient appris, ils avaient fait du Joomla. Et ils faisaient du Joomla, ils le faisaient bien. Et les mecs, ils s'en vont, ils vont faire autre chose, et puis maintenant, ils récupèrent des développeurs ou des designers ou des mecs qui font du multimédia et qui ont appris en 2 jours à faire du WordPress. Le mec dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire et tout. Et il n'y a plus personne. J'ai des agences, des mecs qui m'appellent en me disant on a des vieux Joomla à faire. C'est un mec qui était là, qui nous l'a fait. Mais nous, on n'est plus capable de le faire parce que maintenant, les jeunes qui font du WordPress. Il y a ce phénomène-là. Les mecs, ils ne passent pas de Joomla à WordPress. L'outil est changé parce que l'ouvrier a changé. Ils ont changé de l'ouvrier. Il y a ça. Et je ne sais pas si tu peux parler de modèle économique. Alors, du DIE, justement, mais ça, je l'ai évoqué, mais
Je voulais aussi préciser qu'il faudrait, souvent on mettra le lien si les gens veulent, parce que je sais que tu as pas mal bossé sur Ouais. cette Je vais idée-là. expliquer pour Cédric qui a parlé de micro-entreprise. Nous, la plupart en micro-entreprise ou travailleurs indépendants. On présente des agences. Et on a monté un groupement d'intérêt économique. Et le groupement d'intérêt économique nous permet d'avoir un interlocuteur pour certains gros projets, de présenter, de répondre à un cahier des charges en disant voilà, on est un groupement d'intérêt économique. Qu'est-ce que c'est? Ben, il y a des banques, il y a des mutuelles qui sont. Tout de suite, ça pose le truc. Hein. Bon, notre site est moche comme tout, mais voilà. N'empêche, ça pose le truc. Et économiquement, tu vois le modèle de la micro-entreprise qui est compliqué de payer un autre, de se faire payer par rapport de se partager l'argent. Voilà. Ce qui se passe, on partage comme on veut. Entre nous, on décide, voilà, toi tu vas prendre temps, tu vas prendre temps, tu vas faire ça, etc. Mais c'est la GIE qui facture et les micro-entrepreneurs qui facturent au GIE. OK? Et puis après, tu décides de comment tu gères le GIE. Hein. Là, il y a 5% qui part pour certains frais, et puis c'est tout. Et ce qui veut dire que toi, en tant que micro-entrepreneur, en plus, tu ne perds pas d'argent. Tu perds pas d'argent parce que si tu viens me payer 500 balles pour avoir fait quelque chose, ça, tu ne le déduis pas. Tandis que si tu factures le truc moins 500 balles, moi je facture 500 balles, tout le monde y gagne. Donc l'intérêt d'un groupement d'intérêt économique, c'est ça. Il y en a un autre, vis-à-vis du client. Moi, j'ai longtemps travaillé en réseau, c'est-à-dire que je répondais aux clients et je travaillais avec des auto-entrepreneurs. C'est là où la problématique était la plus grosse, c'était la gestion de la TVA. Quand le client paye en direct les sous-traitants, alors il y en a certains qui ont la TVA, d'autres n'ont pas la TVA. C'est un bordel sans nom pour le client final. L'avantage du GBIE, c'est qu'au moins tout est normalisé, et voilà. Et la TVA, elle est gérée en interne du groupement et non pas au niveau du client qui doit se débrouiller pour cette 291 000. Donc, un peu la conclusion, c'est un peu, c'est à vous de la faire, c'est-à-dire d'essayer de monter des structures, effectivement, de se rassembler, de monter des organisations les uns avec les autres, pour que aussi Joomla prenne de la force, justement. Ouais. Ah ouais. Moi, je discuterai avec vous, s'il y en a d'autres dans la salle qui sont intéressés. Oui. Je suis vraiment venu pour ça. Ça fait longtemps que je milite. Je pense qu'il faut passer le cap. On a un exemple avec les Néerlandais, les Hollandais, avec la Perfect Web Team, où en fait on a une douzaine de personnes qui sont regroupées sous le nom de PWT, la Perfect Web Team, et qui répondent en fait à des gros projets parce que justement ils ont su fédérer tous ces talents. Il y a des développeurs, des graphistes, des chefs de projet, et ça marche super bien. Et en France, on n'a pas été capable de faire ce truc-là. Et on pourrait, je parlais de site internet, justement, avoir un site sur lequel on pourrait montrer l'ensemble des compétences. Et là, tout d'un coup, on a un portfolio et montrer des appétences et des compétences qui seraient vraiment intéressantes. Parce que c'est la première chose que va faire le client quand il va recevoir la propale. www.machin-truc.fr, alors c'est qui cela? Et là, tout d'un coup, s'il se retrouve sur un vrai site représentatif, et on met tout le monde au même niveau. Il ne s'agit pas de savoir si c'est Agérix qui a fait tel truc, ou Tartancourt, je ne sais pas, s'en fout. Tout le monde est au même niveau. C'est vraiment une base de clients et de connaissances. Et je pense qu'on a tout à gagner. Et nous-mêmes, au niveau de la sphère Joomla, on ne se connaît pas assez. On va, oui. Hein? Ouais, on va conclure parce que là, apparemment, on est hors timing, en fait. On dépasse les délais. Hein. L'autre salle est partie déjà pour le déjeuner, donc si on va... Ouais, ils sont en train ils sont en train de prendre du rap. Si on ne va pas se faire piquer nos assiettes... Merci de votre présence. Merci beaucoup à tous. Merci à vous.